Dans la première question, on va nous demander de déterminer I1 qui est défini comme ceci ici, et I2 défini ici. Et enfin, dans la deuxième question, dans un cas précis où les deux condensateurs C1 et C2 sont initialement chargés avec une charge Q0 sous une tension U0, de déterminer précisément l'expression des constantes apparaissant dans l'expression de I1 et I2 précédemment déterminées. La première chose à faire, quand on va vouloir déterminer I1 et I2 sur ce circuit, ça va être tout d'abord de définir la convention récepteur. Donc, la convention récepteur qui va nous permettre de montrer où se situe la tension et dans quel sens pour chacun de ces dipôles. Donc, on n'oublie pas que pour la convention récepteur, ici, ça veut dire que la flèche de la tension, elle va devoir être opposée à la flèche de l'intensité qui traverse le dipôle. Donc déjà, pour la suite, on va noter I, l'intensité ici, qui sera la somme de I1 et I2 dans cette branche. Et donc, si jamais tu as bien compris, en convention récepteur, la flèche de la tension de ce condensateur, ici C, doit être opposée à la flèche de l'intensité qu'il traverse, donc dans ce sens-ci. On définit donc la tension UC. J'ai représenté ici toutes les tensions pour les différents dipôles dans ce circuit, avec bien sûr la flèche en convention récepteur pour la tension. Donc si jamais on parcourt dans ce sens-là comme l'intensité, on voit que le sens de l'intensité est opposé au sens de la flèche. Maintenant, une fois que l'on a bien défini toutes les conventions dans notre circuit, on va utiliser les deux grandes lois de l'électrocinétique, la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc pour la loi des nœuds, il va falloir réfléchir à un nœud auquel appliquer cette loi. Un nœud qui paraît particulièrement intéressant, c'est ce nœud ici que l'on va noter A. Parce qu'en appliquant la loi des nœuds, on trouve que l'intensité entrante, donc I1 plus I2, est égale à l'intensité sortante, petit i. Et tu vas voir que cette relation nous sera très utile pour la suite. On applique maintenant la loi des mailles dans la maille de gauche et la maille de droite. Donc la loi des mailles nous dit que la somme algébrique des tensions est nulle dans une maille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire algébrique? Ça veut dire que si jamais on parcourt cette maille dans ce sens, on compte positivement toutes les flèches, donc toutes les tensions qui sont dans le même sens que notre sens de parcours, et négativement les autres. Donc on va choisir ce sens de parcours pour la maille de gauche, et on obtient donc que UL1 plus UC plus UC1 est égal à 0. Dans la maille de droite, on va cette fois-ci choisir ce sens de parcours, et donc on somme bien ces trois flèches-là, donc ces trois tensions, ce qui donne UL2 plus UC plus UC2 est égal à 0. Maintenant que l'on a obtenu ces trois relations, on va vouloir faire apparaître I1 et I2 dedans, donc dans la loi des mailles ici, pour pouvoir déterminer une équation différentielle dessus. Alors pour cela, on va utiliser les relations constitutives du condensateur et de la bobine. On a ces deux relations constitutives, donc l'une pour la bobine et l'autre pour le condensateur. Et tu vois qu'ici, on peut directement remplacer UL par rapport à son expression et faire apparaître l'intensité. Mais le problème avec le condensateur, c'est qu'on ne peut pas remplacer UC pour faire apparaître l'intensité ici. Parce que tu vois que l'intensité, c'est égal à une constante, c'est la capacité du condensateur multipliée par la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. On va donc utiliser une technique très classique dans ce cas quand il y a un système avec une bobine et un condensateur. On va dériver la loi des mailles ici. On obtient donc ici chacun des trois termes dérivés et on va maintenant pouvoir utiliser les relations constitutives au-dessus pour remplacer dans cette expression. Donc une dernière petite chose avant de remplacer dans cette expression et de faire apparaître l'équation différentielle, c'est il faut savoir quelle intensité parcourt chacun des dipôles. Donc dans la bobine, l'intensité qui la traverse, donc ici on est du côté 1, donc à gauche du circuit, c'est l'intensité I1,
Pour le condensateur, l'intensité qui le traverse, c'est aussi l'intensité I1. Mais si tu te rappelles bien, pour le condensateur du milieu, qui permet de coupler les deux systèmes, c'est l'intensité I qui la traverse. Et on avait précédemment démontré avec la loi des nœuds que I est égal à I1 plus I2. On obtient alors ces deux équations différentielles, la première ici obtenue à partir de la maille de gauche, et la deuxième ici obtenue à partir de la maille de droite. À partir de ces équations différentielles, je pense que tu vas pouvoir mieux comprendre le titre de l'exercice. Le titre était oscillateur couplé. Alors pourquoi couplé? Parce qu'ici, quand on regarde cette première équation différentielle, on voit qu'elle fait apparaître I1, mais aussi I2 ici. Ce qui est le cas pour celle-ci qui fait aussi apparaître I1, alors qu'on voit majoritairement du I2. On dit donc que ces deux équations différentielles sont couplées, et il va nous falloir utiliser un artifice de calcul pour résoudre ces deux équations différentielles. L'artifice de calcul que l'on va utiliser, c'est de poser I plus la somme des deux intensités et I moins la différence de ces deux intensités. Alors comment on va procéder? On va d'abord faire apparaître I plus en sommant ces deux équations différentielles et on va faire apparaître I moins en soustrayant cette équation différentielle à celle-ci. En ajoutant ces deux équations, on obtient donc l'équation sur I plus en ayant sommé ces deux termes ici et celui-ci. Donc on se souvient que la capacité C1 est égale à la capacité C2. C'est pour ça que j'écrirai seulement C1 ici. Et pour l'équation différentielle portant sur la différence des intensités, on obtient celle-ci. On va maintenant introduire deux pulsations. Donc la pulsation notée oméga ici et celle-ci notée oméga prime. En regardant la forme de ces deux équations différentielles, on voit apparaître la forme de l'oscillateur harmonique, dont on connaît les solutions, qui sont une combinaison linéaire d'un cosinus et d'un sinus, ou d'un sinus avec une phase, ce que nous, on va utiliser pour la suite de cet exercice. On obtient donc cette solution pour I+, à partir de l'équation de l'oscillateur harmonique. Donc on reconnaît bien que la pulsation introduite oméga se retrouve ici dans le sinus, et pour I-, on obtient cette solution quasiment de la même forme, mais avec d'autres constantes introduites. Mais là, on a résolu le problème pour I+, et I-, mais on n'a pas obtenu encore l'expression pour I1 et I2. Mais pour cela, on se rappelle de comment on a défini I+, et I-. On se souvient que I+, c'est égal à I1 plus I2, et I-, c'est égal à I- moins I2. Et on remarque ici que quand on somme ces deux équations, on obtient que I+, plus I-, c'est égal à I1. Donc on peut déjà noter que I1, c'est égal à I+, plus I-, divisé par 2. Quand on soustrait I- à I+, on obtient 2I2. Et donc on trouve que I2, c'est égal à I+, moins I-, divisé par 2. On obtient donc finalement cette expression pour I1 et cette expression pour I2, ce qui nous permet de résoudre la première question. Il nous reste maintenant à déterminer les constantes dans le cas où le condensateur C1 et C2 sont initialement chargés avec la même charge et où le condensateur C est déchargé. Alors pour cela, on va déjà remarquer que l'intensité va être continue à travers chacune de ces mailles. Alors pourquoi? Ça, c'est la continuité de la bobine qui nous donne cette équation, ou plutôt cette propriété qui nous permet de dire que l'intensité est continue dans chacune de ces mailles. Donc, avant qu'on ferme l'interrupteur, l'intensité est égale à 0, parce qu'on est en circuit ouvert. Et ceci est vrai pour I1 et pour I2. Donc, quand on regarde la somme des deux, on doit trouver que I plus à l'instant 0 doit être égal à 0. Et donc, quand on évalue ceci, on obtient I0 est égal à sinus phi 0 qui est égal à 0. Or, I0 ne peut pas être égal à 0 parce qu'il y a de l'intensité dans ce circuit. On a donc phi 0 qui est égal à 0. Maintenant, pour déterminer I1 et I0,
on va évaluer la loi des mailles à l'instant initial. Donc pour ceci, on obtient la somme des trois termes qui est égale toujours à 0, parce que la loi des mailles est valable à n'importe quel instant. On sait que le condensateur UC ici n'est pas chargé, donc il vaut 0, et on va remplacer la tension UC1 par la tension U0 définie par l'énoncé. C'était sous laquelle le condensateur était chargé. Il nous reste maintenant à exprimer la tension aux bornes de la bobine en 0. Donc pour cela, on se rappelle la relation constitutive de la bobine. UL est égal à L DI ADT. Donc ici, on s'était placé pour le condensateur 1. Donc on va écrire L1 et la dérivée par rapport à l'intensité 1. Et on obtient cette expression. On évalue donc cette expression maintenant en 0 et on obtient cette expression pour UL1 en 0. On a ces deux relations pour chaque côté du circuit, donc ici la maille de gauche et ici la maille de droite, et on va remplacer l'expression de UL1 et UL2 évaluées en 0 à partir du calcul qu'on a fait précédemment. On obtient alors ce système, et quand on somme les deux équations, on obtient l'expression pour I0, et en soustrayant celle-ci à l'autre, on obtient l'expression pour I1. On obtient alors cette expression pour I0, et on trouve que I1 est nul, et on obtient finalement cette expression pour I1 et I2. Alors tu peux remarquer qu'elles sont égales, et donc que I1 est égal à I2, ce qui était possible de prédire parce que, en fait, quand on regarde le circuit initial, il n'y avait pas de dissymétrie entre la maille de gauche et la maille de droite. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu en as appris plus sur l'électrocinétique. N'hésite pas à écrire en commentaire d'autres sujets de vidéo que tu voudrais que j'aborde. Et merci et à la prochaine!